On revient avec vous, chers invités, Georges Eo, Germain Pouli et Horus Donkovi. Germain, vous aviez la parole. On parlait justement du Bénin Oui, non, et de je l'attaque vais laisser la terroriste. parole à Horus et c'est l'importance pour le Bénin de rentrer dans cette coalition-là autour de cette opération Kundalgo. Et c'est vrai que c'est ouvert, hein, mais il faut que le Bénin y participe. Et là, ça reste toujours un combat collectif, comme je le dis. Aucun pays ne peut se protéger seul. Et là, il faut vraiment que les populations comprennent que leur rôle aussi est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, on a tellement mêlé la population à cette lutte-là, au point même de recruter des civils et de les former pour qu'ils se protègent. Mais jusqu'ici, on a toujours des difficultés. Il faut réorienter cette lutte-là. Et on espère que les spécialistes en charge des questions sécuritaires passent des nuits là-dessus pour pouvoir trouver des solutions. Jusqu'à aujourd'hui, Horus Donkovi, il faut dire que le Bénin n'a reconnu qu'une seule attaque djihadiste sur son territoire. Pour le moment, comme je l'ai dit, le gouvernement n'a pas parlé. Mais vous pensez, comme Germain Pouli, que le Bénin ne peut pas faire ce travail seul? En réalité, aucun pays africain ne peut le faire seul parce qu'aucun pays africain n'a d'armée viable, si ce n'est quelques États du Maghreb et l'Afrique du Sud. La plupart des pays ont certes des hommes, d'accord, ils ont des hommes qui sont enrôlés, oui, mais ils n'ont pas d'armée viable. Ce sont des armées qui sont habituées à sécuriser le territoire, mais pas des armées qui sont habituées à ce type de combat-là. Et en plus, c'est un combat nouveau. Il ne s'agit pas d'aller au front contre quelqu'un ou ainsi de suite. Non, il s'agit de groupements dont on sait peu de choses et qui sont armés par, si vous voulez, un certain nombre de mécaniques obscures. Alors, ce qui m'inquiète pour le Bénin et sur la sous-région, c'est qu'en réalité, il y a deux fronts. Il y a celui des handgriffes terroristes et djihadistes, mais il y a celui des pirates du golfe de Guinée. Donc en réalité, grosso modo, on a des États qui, il y a quelques années, étaient dans la démarche de faire un genre de sursaut économique, qui vont maintenant être en proie à un certain nombre de dépenses, d'endettement et ainsi de suite. Parce que même par exemple, si vous voyez pour le golfe de Guinée, on parle de sous-traiter la sécurité du golfe de Guinée. C'est-à-dire on en est à un point où des États occidentaux appellent à constituer des forces qui seraient différentes de celles de nos États pour sécuriser les transactions du golfe de Guinée. Au nord de nos pays, nous avons comment ça s'appelle, des attaques terroristes et on est déjà dans une phase où interviennent Africom, donc les Américains. Vous avez l'Union européenne qui est dessus, vous avez l'ONU qui est dessus, vous avez des armées, des États qui ne peuvent strictement rien faire s'il n'y a pas l'aide de l'autre. L'approvisionnement, c'est l'autre qui le fait, le renseignement, c'est l'autre qui le fait, le matériel, c'est l'autre qui le fait, c'est l'autre qui fait les prêts, c'est l'autre qui décide avec qui vous allez collaborer. C'est compliqué. Et effectivement, ça ne peut pas se faire sans ce type de protection territoriale, comme Germain l'a dit, ne peut pas se faire sans les populations. Or, le problème qui se pose, c'est que dans plusieurs pays, il y a, si vous voulez, un rapport conflictuel avec les populations. Parce qu'elles se sentent délaissées socialement, économiquement. Et parfois, vous avez eu des frictions violentes avec ces populations. On n'a pas fait de justice. On n'a pas rendu la justice quand il y avait ces frictions-là. Donc elles se sont senties spoliées. Bon, pour le moment, elles n'ont pas d'armes, mais elles ont gardé en mémoire l'histoire de ces spoliations-là. Donc qu'est-ce que cela va donner quand il va y avoir des armes qui circuleraient au niveau du territoire, ou quand il y aura un genre de gourou qui leur promettra une quelconque liberté pour pouvoir s'émanciper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la volonté, c'est-à-dire le fait que nos États épousent, embrassent le néolibéralisme de façon ouverte, sans aucune restriction. Quand par exemple vous prenez le cas de ce qui s'est passé à Amina, ce qui se passe en zone franche et ainsi de suite, je ne sais pas si les gens le constatent. Au Togo par exemple, je ne sais pas si les gens le constatent, mais
de nos jours à Lomé, mais vous avez des gens qui m'ont dit, voilà, qui vous demandent, des enfants qui m'ont dit, moi il y en a plein à Lomé. Des adultes qui m'ont dit, vous pouvez passer dans la rue et vous avez des adultes qui vous demandent de l'argent. Il y a de cela 10-15 ans, vous n'allez pas voir à 22h, 23h des enfants de rue comme ça à Lomé. Vous voulez dire que tout ça peut... tout cela peut dégénérer parce que ces enfants. Parce que en fait, ce qui se passe avec nos États, c'est que nos États, si vous voulez, les investissements qui ont été décidés dans nos États par, si vous voulez, des groupuscules étrangers, des ministres nationaux, ainsi de suite, des États, tout ça, sont conditionnés par une restructuration de ces États-là. Il faut que ces États s'ouvrent économiquement. Le problème qu'il y en a, c'est que on épouse un chemin de société où tout va trop vite et où tout est violent. Il y a de cela 15 ans, vous n'allez pas avoir, si vous voulez, si je prends par exemple le cas du Togo, de Lomé, du Togo, vous n'avez pas de quartier riche au Togo. Ce qu'on a essayé de faire comme quartier riche au Togo, ça n'existe pas. Donc du coup, par exemple, si je prends l'exemple du Togo, vous pouvez avoir le meunier qui habite à côté du directeur général de société, qui habite à côté du maçon, qui est à côté de l'enseignant. Du coup, le clivage entre ceux qui ont des sous et ceux qui n'en ont pas ne se ressent pas parce que le système nivelait par le haut. Mais ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que vous avez des gens maintenant qui sont dans l'expression de la richesse. Ils gagnent des sous qui le montrent. Vous avez des cités, vous avez des quartiers riches. Et vous avez des gens qui s'appauvrissent et un fossé qui se creuse. Donc maintenant, à Lomé, de façon facile, on peut voir un adulte de notre âge qui viendra mendier, un enfant qui mendie, une fille qui se prostitue, sans que cela ne gêne personne. Et donc cela, le fait d'épouser ce modèle de société occidentale, capitaliste, néolibérale, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est une certaine paupérisation. Et c'est dangereux pour des États qui n'ont pas en main leur sécurité, qui n'ont pas en main leur économie, qui n'ont pas en main certaines choses qui doivent être régaliennes. C'est très dangereux. Très dangereux. Bon, on va quitter Cotonou. En fait, on a parlé de toute l'Afrique de l'Ouest. On reste dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, un autre, le Togo, le pays de Germain Pouli. Alors, Germain, passe vaccinal obligatoire sur les lieux de culte. Est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer clergé-gouvernement? Un bras de fer entre clergé et gouvernement, c'est un bras de fer entre le gouvernement et une partie de la population qui ne s'imbrique pas dans la méthode mise en place par le gouvernement pour combattre cette pandémie. Vous savez, c'est comme la vaccination, il y en a qui ne veulent pas se vacciner. Ce midi, j'étais à un feu rouge vers Agoué où on arrêtait des gens qui ne portaient pas de cache-nez. Alors, c'est quand on prend un émigant qui a un client qui n'a pas de cache-nez, c'est les émigrants qui est pénalisé. Donc, j'ai trouvé ça amusant. Je discutais avec un émigrant, je dis, mais pourquoi pas le client? Puisque celui qui a refusé de porter le casque, il me dit comme ça, oui, c'est parce que les émigrants l'ont laissé. Ouais. L'a pris malgré le fait qu'il n'a pas de cache-nez. Bon, en fait, c'est juste pour rigoler, mais c'est pour dire que... Germain, avant cela, mais on remarque qu'à côté, il y a des passants. Je peux passer avec un ami, on n'a pas de cache-nez, on vous regarde comme ça. Oui, non, mais même le pass sanitaire dont on parle, certains ont voulu qu'on l'impose dans les marchés. Ils estiment que les gens vont marcher sans pass sanitaire. Mais le gouvernement, là où il peut freiner, il freine. Et les secteurs qui ont plus souffert de cela, ce n'est pas les églises, hein, ce sont les bars, les restaurants, les discothèques. C'est des gens qui emploient des centaines de milliers de personnes. Certains ont définitivement fermé, hein, quand vous prenez certaines discothèques, elles n'ont même pas plus rouvrir. Parce que fermer une discothèque sur plus d'un an, payer des loyers exorbitants et tout ça, les gens ne pourront même plus ouvrir. Donc il y en a des secteurs qui ont beaucoup souffert parce que c'est la règle du jeu, c'est pas le Togo.
qui inventent ces mesures-là. C'est des mesures presque universelles qui ont fait leur preuve ailleurs, même si on ne maîtrise pas totalement ce virus. C'est qu'il y a un minimum qui est fait et autour duquel il y a quand même une certaine unanimité pour dire que si on fait ça, on va freiner l'évolution de la pandémie. Alors, le pass sanitaire, il a été exigé après la fermeture des lieux de culte en général. Mais comme on ne peut pas fermer éternellement, on dit bon, mais on va ouvrir. Mais assurez-vous que ce soit les personnes vaccinées qui viennent. Comme ça se fait dans plusieurs pays où il y a des endroits où il n'y a que ceux qui sont vaccinés qui viennent. Ceux qui n'ont pas envie de se vacciner restent seuls. Ceux qui veulent participer à la vie collective, se mêler avec les autres, donc s'assurent de ne pas pouvoir les contaminer. Je pense que le gouvernement est dans cette logique. Mais quand on parle de religion, c'est assez délicat. Donc on parle de Dieu et des hommes. Et certains il y a des gens qui estiment même que c'est Dieu qui peut porter la solution à ce voilà, et qu'on ne peut pas. En même temps, j'écoutais un membre du gouvernement qui donnait quand même une bonne réponse à cela. Il dit que l'Église n'est pas fermée, la prière n'est pas interdite, la messe n'est pas interdite. Donc, on peut toujours prier, on peut toujours faire ce qu'on faisait, mais là, je ne penserai pas du moment où il y a le vaccin et que la tendance est d'aller vers l'immunité collective et que les grands rassemblements, que ce soit dans les bars, donc, comme on a parlé, il y a ce sujet même, les bars s'organisent énormément pour faire vacciner leur personnel et certains de leurs clients pour ouvrir. Et voilà, c'est comme ça que certains gros bars même ont été ouverts. Donc, je pense que les églises ont été identifiés comme tels, comme des lieux où il y a de la contamination. Donc, là où l'État paie, c'est vrai qu'on vous parlera des marchés, mais si aujourd'hui l'État ferme les marchés, qu'est-ce qu'il y aura? Si l'État ferme les églises, les restaurants, les bars, partout, les gens... Donc, là où l'État peut, il essaie. Et donc, aujourd'hui, certaines églises n'entendent pas cela de cette oreille, mais il y a des églises... Qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a des églises quand même qui ont dévancé tout cela. Moi, j'ai vu Micha du prophète Antonio, Cephas Antonio, avant même les fermetures, il avait organisé des séances de vaccination dans son église. Et je pense que lui, par exemple, il n'aura aucun problème avec le pass sanitaire parce qu'il a fait venir des équipes de vaccination qui ont vacciné des fidèles. Et moi, j'ai assisté même à une séance de vaccination, donc où même les doses étaient finies. Les gens attendaient, donc ils étaient obligés de revenir le lendemain. Donc, ces chefs religieux-là qui ont compris cette démarche gouvernementale, qui se sont inscrits dedans, n'auront pas de problème de passe vaccinal parce que quand vous allez à Mija vers Ségué, Chuchu, que lui, il va ouvrir son église tranquillement. Il sait que les 3/4 ou les 4/5 de son église sont vaccinés. Mais ailleurs, c'est un peu difficile. Certains chefs religieux pensent qu'ils ne veulent pas obliger les fidèles à se vacciner. Et donc, ils ne veulent pas ce passe. Certains ont demandé un petit temps, comme souvent les musulmans, par exemple, qui n'ont pas opposé un refus catégorique. Et donc, on attend de voir. Je ne dirais pas que c'est un affrontement, mais je pense qu'on a besoin du temps pour que certains chefs religieux comprennent un peu la démarche gouvernementale. Alors, Horace Donkovi, l'argument de certains, l'argument est clair. On laisse les marchés, on s'acharne sur les lieux de culte. Ils ont en partie raison. Non, mais je pense que... je ne sais pas pourquoi on veut opposer les marchés aux lieux de culte. Pour moi, la question n'est pas là. Moi, personnellement, je suis contre l'obligation du pass vaccinal. Ce qui est dit, c'est qu'on veut atteindre l'immunité collective. La vérité, c'est que si on n'a pas l'immunité collective, nous quatre qui sommes sur le plateau, on serait à Tocoin. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, si on n'a pas atteint cette immunité collective, on serait dans les bons chiffres de l'OMS au début de la crise.
C'est justement parce qu'il y a une immunité Vous parlez collective. toujours de ces bons chiffres. Ah mais oui, ben, il faut le dire, parce que le problème qui se pose dans la communication qui est faite actuellement au niveau du Covid, c'est une communication vicieuse qui séquence l'historique de ce phénomène. On est bien parti de quelque part, il y a eu un processus, il y a eu un certain nombre d'informations qui nous emmènent à ce qu'il y a actuellement. Donc il n'y a aucune raison qu'on applique à un pays des restrictions qui s'appliquent dans des pays qui, eux, ont des phénomènes graves et où il y a même contestation de ce qui se passe. Ceux qu'on ostracise en Europe en leur disant, oui, vous êtes des complotistes, vous êtes des anti-vax et ainsi de suite, je précise que parmi ces personnes, il ne s'agit pas d'analphabètes. Vous avez des infirmiers, vous avez des professeurs, vous avez des chercheurs, vous avez des docteurs et ainsi de suite. Ça va analyser. Et je ferai remarquer qu'au Togo, depuis qu'il y a la prise, ces prises de décision et de position, il n'y a aucun débat d'intellectuels, de débat contradictoire qui a été organisé pour cela. On a l'impression que dès qu'on voit quelque chose qui est décidé en Europe, ou décidé dans les confins de l'Afrique, c'est-à-dire notamment au Maghreb ou en Afrique du Sud, on essaye de faire de répliquer, on essaye si vous voulez, de s'approprier un certain nombre de décisions. Non, que les gens veuillent se vacciner ou pas, c'est un fait, mais que l'on veuille imposer la vaccination à tout le monde, je ne le comprends pas parce que l'immunité collective, ben, elle est acquise, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on ne sait pas pourquoi il y a cette immunité-là. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi il y a cette immunité-là. Nous sommes au mois de décembre. Le phénomène grave, c'est quoi? C'est que pendant que en Afrique, on a fait des restrictions, les gouvernants se sont endettés avec des programmes comme Novici. On a cassé le commerce des gens. On a brisé, comment ça s'appelle, le business des gens et ainsi de suite. Les mêmes personnes qui sponsorisent ces restrictions-là et qui, en tout cas à mon sens, les imposent aux États, eux, ils vont organiser leur Noël. Omicron, le variant Omicron, on dit waouh, c'est super dangereux, on va vacciner. L'Allemagne dit qu'elle n'envoie pas ses vaccins. L'Allemagne dit, était sur le point d'envoyer ses vaccins. Elle dit non, nous n'envoyons pas nos vaccins, nous les gardons pour nous. Le Omicron, là, en Occident, ils disent non, malgré que l'on dit que c'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux chez nous, on dit non, on va faire la fête de Noël. Leur Noël, là, ils vont le faire. La fête commerciale, ils vont l'organiser. Pendant ce temps-là, au Togo, tout ce qui est foire, tout ce qui est, comment dirais-je, comment on appelle, événements culturels, tout ce qui aurait pu être encadré, parce que ça a déjà été encadré avant qu'il y ait cette histoire de passe, avant qu'il y ait l'affaire de passe vaccinal, avant qu'on amène le vaccin au Togo, le gouvernement togolais avait déjà organisé tout ce qu'il y avait en termes de prévention, de masques et ainsi de suite, et tout ça. Et je signale que même dans ça, il y a eu parfois des phénomènes un peu violents. Donc c'est possible d'encadrer tout cela sans poser l'obligation du pass vaccinal. Moi, je ne le comprends pas. Je voulais quand même réagir un peu parce que ce que Risti sur l'Allemagne n'est pas tout à fait ça, parce que j'ai eu un coup de fil 2 heures de temps avant que je ne vienne ici. Aujourd'hui, un artiste togolais qui joue à Hambourg, en Allemagne, il s'appelle Giuliano, le jeune Giuliano. Il a un spectacle aujourd'hui à Hambourg. Et j'ai une nièce qui a acheté 5 tickets avec ses amis. Elle est incapable d'aller à ce spectacle-là parce qu'il leur faut un test PCR. Les 5 personnes sont vaccinées. Voilà. Mais donc ça pour pose la aller question à ce du type de vaccin. Il faut, bon, c'est vrai un test PCR. Il faut ce test-là. Et contrairement à ce que Maurice dit, les gens ne se préparent pas à fêter Noël en Allemagne, comme vous dites. Le vaccin va être obligatoire la semaine prochaine en Allemagne. Oui, mais le Togo, c'est pas l'Allemagne. Oui, mais vous dites que quand on le dit, on libéralise. Non, en Allemagne, ça va être obligatoire dès la semaine prochaine. Donc, les gens ont leur ticket, ils me disent, ils ne sont même pas sûrs d'aller à ce spectacle parce qu'ils ont pris rendez-vous pour faire le test. Autour de Hambourg, c'est tellement chaud, tous ceux qui font le test il faut prendre rendez-vous plusieurs jours avant. Ils ont acheté le ticket avant que les mesures ne sortent.
hier et aujourd'hui. Et ça, c'est en Allemagne. Voilà, et que la semaine prochaine, le vaccin est obligatoire. Et Noël, ça va être corsé parce que c'est plus chaud encore. Donc, je crois que les décisions qu'on prend, ce pas des décisions que le gouvernement prend. Il y a un conseil scientifique qui recommande des choses au gouvernement. Et le conseil scientifique, ce n'est pas vous et nous, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des activistes sur les réseaux sociaux. Mais c'est un conseil que les gens critiquent. C'est des spécialistes. Les gens critiquent ce conseil, Germain. Oui, mais attention, même les spécialistes en Europe sont critiqués. Toi et moi, en tant que journaliste, sur quelle base nous allons critiquer un professeur? Mais si, on peut le critiquer. Oui, c'est ça l'erreur. On a le droit de le critiquer. Il a le droit d'être soumis. Est-ce que nous avons étudié la médecine? Ah non. Est-ce que nous connaissons les épidémies, les pandémies? Je veux bien critiquer parce que je vois sur les réseaux sociaux si j'ai des arguments solides, mais parce que je dis quand un professeur, ces gens, moi je crois qu'il faut tenir compte de ça. Le conseil scientifique, je ne sais pas si vous connaissez certainement. Alors, moi, le conseil, je connais des gens qui sont professeurs de médecine, médecine, qui ont fait toute leur carrière à l'OMS, qui sont là. Je connais des gens qui sont à l'université de Lomé, à la faculté de médecine. Donc, moi, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Le conseil, je vais te dire, je sais que ça va choquer ce que je vais dire. Un conseil scientifique africain ne risquera pas sa carrière à aller à l'encontre d'un certain nombre. Oui, je m'explique. Pourquoi africain? Parce que le problème qui se pose avec les intellectuels africains, la plupart des intellectuels africains, c'est que ce qui avalise un bon nombre de leurs connaissances, c'est le fait d'appartenir quand même à une école bien... Non, il faut qu'on le dise. En fait, tu ne verras pas de spécialistes africains, tu ne verras pas de médecins africains, de spécialistes africains, de docteurs africains se lever et risquer sa carrière. Oui, c'est pas ce qu'on prend à dire qu'un vaccin... En disant la vérité, vous le dites. Tu ne verras... C'est pas un autre débat, ce sont les spécialistes là qui font le conseil. Oui, mais vous contredisez un spécialiste avec quel bagage et quel avec le fait, justement... Tout à l'heure, quand vous parlez de l'immunité collective, vous avez prétendu qu'on avait une immunité collective. Moi je la prétends. Mais pourquoi on la prétend pas? Pourquoi il y a encore des cas? Ah mais non, attention, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Covid. Je dis que nous ne sommes pas vulnérables au Covid comme les autres le sont et que cela n'est pas scientifiquement expliqué. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui n'ont pas, qui ont pris le choix de ne pas faire cette politique anti-Covid. On peut les citer, Madagascar, la Tanzanie, ils n'ont pas le plus grand nombre de morts du monde. Madagascar, on vous parle de famine actuellement. C'est cela. On pense plus à la famille. C'est cela. On va laisser Georges Ewo aussi glisser un mot. Georges Ewo. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi c'est le clergé qui réagit? On voit plus les évêques, hein. On ne voit pas les imams. Bon, peut-être que tu n'as pas eu les informations concernant les imams. Peut-être c'est ça parce que en entendant Germain tout à l'heure, il dit que pour les imams, ils ne sont pas préparés. Je crois entendre tout à l'heure comme ça. Donc, moi, on les voit peu prendre les décisions à l'encontre du gouvernement. Non, en fait, je veux dire quelque chose. Bon, il faut dire la chose. L'opportunité m'a été donnée d'exprimer, je crois, la première fois sur le pax vaccinal. Et là, je voudrais vraiment dire quelque chose, et c'est à l'endroit de la population, vraiment à l'endroit de la population, des chrétiens, des gouvernants. En fait, aujourd'hui, quand vous entendez certains courants de pensée qui disent pourquoi pas les marchés, pourquoi pas ici, pourquoi l'Église, c'est comme un acharnement contre l'Église. Je dis non, il ne faut pas que l'Église pense que c'est un acharnement contre lui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une question de santé publique. Et cette question de pensée publique, ça doit être réglé au niveau des autorités gouvernementales. Et l'autorité a le droit de protéger les citoyens. Que les citoyens soient en bonne santé. Parce que c'est le devoir. C'est les pour citoyens cela, qui sont à l'église. Oui, c'est les citoyens du territoire. En général. Les citoyens de la cité. Marché. Les citoyens de la cité, si tu veux. Non, on doit protéger tout le monde. Donc les mesures en vue de protéger les gens, ça se décrète en haut. C'est pour cela qu'à l'église,
ou bien dans le maître, il a été dit que les autorités viennent d'en haut. C'est Dieu qui institue les autorités. Et la Bible dit aussi que la science a été donnée à ceux qui sont prédisposés pour pouvoir œuvrer pour la vision de Dieu. Donc Dieu a donné la science infuse ou bien la science à certaines personnes de pouvoir nous aider. Il y a certains courants qui pensent que c'est la fin du monde et qu'il y a peut-être 666, etc. Ouais. Et que là aussi, c'est un autre débat. Donc, nous ne devons pas faire de la polémique. L'Église ne doit pas faire de la polémique. L'Église doit savoir que l'autorité est en train de jouer son rôle de protéger la population. Maintenant, là où les autorités doivent comprendre, c'est que l'Église fonctionne un peu comme l'hôpital. Vous savez, il y a certains qui sont malades. Ils ne vont pas à l'hôpital, ils vont directement à l'église pour aller prier. Il y a certains, quand vous allez trouver les fous, vous allez trouver les diabétiques, les gens qui ont le sida à l'église. Et ils prient Dieu pour la guérison. La foi, ils sont sauvés. C'est ce que je dis, ouais. La foi, tu peux ne pas être croyant, mais je ne te l'impose pas. C'est qu'ils ont foi et il y a des témoignages. Et ils disent que c'est comme ça, je suis arrivé à l'église, les docteurs, suis sauvé. J'ai été guéri. Donc du coup, ce que les églises ou bien les prêtres sont en train d'expliquer au gouvernement, c'est quoi? C'est que ces personnes-là qui sont malades et qui arrivent à l'église, elles peuvent avoir guérison. Faut-il leur dire de repartir? C'est des gens... Avant Covid, c'est que nous ne devons pas perdre de vue que Covid n'est venu qu'en 2020. Du moins, c'est chez nous. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bien avant, que ce soit diabète, que ce soit sida, que ce soit je ne sais pas quel genre de maladie, des gens se dirigeaient directement à l'église pour avoir la guérison. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut supposer que si la personne a le corona, qu'il retourne à la maison? C'est comme l'hôpital. On ne peut jamais dire à ceux qui n'ont pas de passe. La personne est venue avec corona pour être sauvée. Je suis en train de t'expliquer que c'est comme un quelconque, ou bien un patient, ou bien une personne qui rentre dans un hôpital. On ne peut pas lui imposer le pass vaccinal. Vous convenez avec moi? Parce que c'est l'hôpital. C'est là-bas qu'il trouvera sa guérison. Et donc, si on imposait, ça, c'est un autre débat à part entière. Donc, ici, c'est comme les églises. C'est quoi? C'est le regroupement des gens qui sont au marché, qui viennent, qui sont dans les structures étatiques, qui sont dans les entreprises déjà. Mais si ces gens-là sont déjà vaccinés au niveau des marchés, au niveau des... Mais quand ils viennent, il n'y a plus de problème. Seulement, l'Église ne se voit pas dans ce rôle de renvoyer les gens à la maison. C'est tout simplement parce que c'est aussi une structure d'accueil pour ceux qui n'ont pas... Je vais terminer mon analyse. Encore 1 minute. Oui, c'est aussi une structure pour ceux qui n'ont personne. Maintenant, ce n'est pas conseillé en cette période où nous voyons le terrorisme qui sévit dans nos pays, que les gouvernants mettent à dos les églises, les mosquées, etc. Et donc vous êtes partagé. Donc je me suis dit que ce qui doit être fait, c'est d'avoir un dialogue permanent avec ces acteurs-là et que surtout les mesures barrières soient respectées et que de temps en temps, comme ils le faisaient déjà, que ces surveillants de Covid, ces comités communaux et nationaux puissent passer pour veiller à ce que les mesures soient respectées. Maintenant, travailler avec ces responsables religieux pour qu'enfin qu'il y ait une entente entre eux pour que ça ne porte pas à croire que c'est un acharnement
contre les lieux de Parlant culte. ce dialogue est permanent entre le clergé et le gouvernement. Je sais que Germain Pouli veut glisser. 30 secondes. 30 secondes. Non, 30 secondes. enfin, je crois qu'il faut revenir sur pourquoi on parle de passe vaccinal. Vous savez, la période de décembre, c'est la période des fêtes. Donc il y aura affluence, pas seulement dans les églises, un peu partout. Donc l'État craint qu'il y ait une flambée dans cette période-là. Et dans tout le pays, c'est pareil. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. La semaine prochaine, en Allemagne, le vaccin devient obligatoire. Maintenant, vous êtes libre de ne pas vous vacciner, mais sauf que vous n'aurez pas accès au lieu public. Ce n'est que ça. Vous n'êtes pas vacciné, Mais il y a restez des chez vous. chrétiens qui n'ont pas attendu cette décision du ministre pour se faire vacciner. Ils ne se sont pas vaccinés parce qu'on exige un pass vaccinal pour aller à l'église. Ils se sont vaccinés parce qu'ils sont convaincus que cela, pour le moment, c'est la seule façon qu'on a Alors, de pouvoir maîtriser la maladie. 30 secondes à vous aussi. Ceux qui ont pris la liberté d'aller se faire vacciner, il n'y a pas de problème. Je suis contre l'obligation. Moi, je suis contre l'obligation, le fait d'obliger, de contraindre les gens à se vacciner. L'Allemagne, c'est pas le Togo, on n'a pas les mêmes chiffres. Je suis sûr que le nombre de décès, le nombre, je termine, le nombre de décès. qu'en Allemagne, on oui, ne le faisait pas. oui, non, le C'est pour ça que je suis nombre, venu. le C'est nombre pas- de décès Covid au Togo, je suis sûr que si on compare les chiffres avec le diabète, les AVC et bien d'autres maladies, je ne crois pas que le Covid va en tête. Donc je pense qu'à un moment, il faut prendre un priorité certain ailleurs. nombre. Voilà. Et puis il faut éviter les experts ne sont pas des gourous. Il faut laisser libre à la population la liberté de poser la question pourquoi. Pourquoi Et la Merci beaucoup. décision doit On va- être on va justifiée. revenir. On va On revenir doit sur poser ça. la Dit question que les experts, pourquoi. Ne vous C'est inquiétez pas, ce ne pas. sont pas des gourous. Tu ferais partie de ce comité. Ouais, ne vous Mais non, inquiétez tu n'as pas la Oui, capacité. peut-être, on mais va- ce tu ne n'as sont pas pas des les gourous. capacités. J'ai le droit de On poser va la revenir question avec pourquoi mes chers un amis. expert. On va revenir sur Et il y a des cela. experts qui On sont a dit que contre. Il y a des vendredi- experts dans le vendredi, on monde va qui se sont voir. contre. Vendredi, le on va pass se voir. vaccinal. On reviendra sur cela. Merci beaucoup à vous, Germain. Pouli, vous êtes directeur de publication de Togo Réveil Journaliste. Merci également à vous, l'homme politique Georges Eo. On dit merci à l'activiste panafricain Oris Donkovi. Merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à vous.